Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine se sont penchés le 28 mai dernier à Malabo, en République de Guinée équatoriale, sur l'état du continent en matière de terrorisme et de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Une session extraordinaire qui a été sanctionnée, disons, par une déclaration intitulée quelques jours plus tard « Réponse robuste, approfondissement de la démocratie et sécurité collective ». Preuve que la situation est préoccupante et que les réponses doivent être rapides, pertinentes et efficaces. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro qui se propose d'opérer une halte sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui sévissent encore gravement dans certains pays d'Afrique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, et pour la première fois dans cette émission, Claude Emeta Sambedo. Il est enseignant-chercheur, président de CAP 3E2S, éducation, emploi, environnement, santé, sécurité, mais également candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Je reçois également ce soir Guy Hervé Kam, avocat au barreau du Burkina et président du mois de l'Alliance Ensemble pour le Faso. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avant d'aborder le sujet qui nous préoccupe, que pouvez-vous nous dire en deux mots, M. Tassambedo, de CAP 3E2S que vous présidez? Alors, c'est une association qui se donne pour objectif tout simplement de réfléchir et de donner des propositions et éventuellement des solutions sur les problématiques qui indiquent les 3 E et les 2 S. Voilà. Et alors, donc, les 3 E, c'est emploi, éducation, environnement et la santé et puis la sécurité. Ce sont des problématiques qui nous assaillent aujourd'hui, sur lesquelles on doit beaucoup réfléchir et beaucoup travailler pour améliorer le quotidien de chacun et de tous. J'espère que ça se passe bien. Et lui, il est membre du mouvement Sens, servir et non se servir, né en 2020. Il est également à la tête de l'alliance politique Ensemble pour le Faso, portée sur les fonds baptismaux le 12 mai 2022 à Ouagadougou. Quelle est, M. Kam, en deux mots aussi, la quintessence de cette alliance? Alors, au fait, l'Alliance Ensemble pour le Faso est une convergence de valeurs pour co-construire, je dirais, avec les Burkinabés, un programme alternatif pour le développement de notre pays, nous fondant sur les échecs répétés de toutes les politiques de développement depuis les indépendances, et nous fondant aussi, nous nourrissant sur les expériences inachevées, des tentatives donc de regroupement des politiques dans notre pays. Donc nous avons entamé la démarche depuis 2020. Et aujourd'hui, nous l'avons officialisé, ce qui devait être fait déjà depuis novembre 2021 et qui a dû être reporté à cause du drame d'Inata. Ensuite, en janvier 2022, reporté à cause du coup d'État. Eh bien, on a finalement pu le faire et voilà. Donc, un embryon pour ratisser large par la suite? Absolument. Notre objectif, justement, c'est que ce soit un creuset qui va fédérer donc l'ensemble des forces progressistes, des forces panafricanistes, des forces patriotiques de notre pays, vers donc la création d'une organisation politique unifiée. Mais il faut savoir aussi que notre objectif, c'est de faire la même chose à l'échelle africaine, parce que nous sommes convaincus, nous, qu'aucun pays africain ne peut se sortir tout seul. Et nous sommes convaincus aussi que tant que les acteurs politiques ne vont pas commencer à travailler ensemble, il sera difficile d'avoir donc un État unifié africain. Une invite qui sonne donc pour le continent, et c'est du continent justement que nous allons parler aujourd'hui, ensemble pour le Faso, une alliance qui fait le pari de l'unité et de l'action, espérons qu'elle ne soit pas une alliance de plus ni de trop. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 166e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir, et j'espère qu'il est partagé, de vous présenter aujourd'hui.
La 16e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine a examiné, le 28 mai dernier à Malabo, la situation globale du continent et notamment les questions liées au terrorisme et au coup d'État. Dans la déclaration qu'elle a produite à cet effet plus tard, l'Union africaine reconnaît, je cite, la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, l'expansion de la menace du terrorisme et de l'extrémisme violent sur le continent, y compris l'afflux de combattants terroristes étrangers, de sociétés militaires privées et de mercenaires, la prolifération des groupes armés ainsi que la criminalité transnationale organisée qui ont un impact négatif sur la paix, la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de certains États membres. Fin de citation. Alors tout d'abord, quel état des lieux rapide faites-vous de la situation sociopolitique actuelle sur le continent? Disons que si on part de ce que nous connaissons au niveau national et on l'élargit un peu au voisinage et on va un peu plus loin, au Kenya, au Rwanda et tout, on voit un peu quand même un recul en termes de stabilité, de paix, et aussi, c'est vrai, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, un retour au régime anticonstitutionnel, mais je pense qu'il faut faire un bon diagnostic pour pouvoir trouver une solution à cette tendance. Et donc, c'est bien d'aller y réfléchir à Malabo, mais saisissant l'opportunité, je me demande souvent si la tradition orale qui était en fait, j'allais dire, un creuset de valeurs, c'est-à-dire lorsqu'on donnait la parole donnée signifiait quelque chose, il n'y a pas un recul aujourd'hui. Donc souvent les discours aujourd'hui sont des discours creux, qui n'apporte pas grand-chose lorsqu'après on veut coller le comportement au discours. Je crois qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux qui sont vraiment les creusets de la culture africaine et peut-être qu'on va s'en sortir et c'est ce que je vois immédiatement comme première approche. Le président de la Commission de l'Union africaine, nous ne respectons pas nos engagements et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on est toujours à recommencer et à multiplier les crises. Quelle lecture vous faites donc de la situation actuelle sur le continent au plan sociopolitique? Écoutez, quand on regarde la situation actuelle du continent, et je trouve d'ailleurs sur ce point que l'Union africaine a raison, n'est-ce pas, de centrer le sommet sur la question sécuritaire, sur le retour des changements, sur les changements anticonstitutionnels, mais il y a quand même un élément fondamental qui est un constat qui est en tout cas la situation la plus partagée, la mieux partagée, si on peut le dire ainsi, dans nos États, c'est un problème de gouvernance. Malheureusement, en Afrique, quand on prend l'ensemble des États, les États où la gouvernance est vertueuse, ça se compte sur les doigts d'une main. Et finalement, tout ce qui se passe sur le plan du terrorisme, l'élargissement donc du phénomène terroriste de toutes parts, et le retour des changements anticonstitutionnels sont en réalité des conséquences d'un problème qui est donc la question de la gouvernance. Une gouvernance qui a des problèmes en ce sens que le système est un système qui est mal adapté, en ce sens que les élites qui implémentent ce système sont des élites qui sont en totale déconnexion avec les intérêts de leur population. Quand vous dites que le système est mal implémenté ou que le système n'est pas bon, il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il faut mettre un terme à cette expérience démocratique que nous vivons depuis quelques années, puisqu'elle n'est pas adaptée au continent. Non, quand je dis que le système n'est pas bon, je ne dis pas que la démocratie n'est pas bonne. Mais dans nos États, notre système démocratique ne se fonde pas sur l'élément le plus fondamental de la démocratie, c'est la morale, c'est la vertu. À partir de ce moment, tant que
on ne va pas travailler sur des systèmes qui contraignent l'homme à la vertu, on va avoir des problèmes parce que dans les pays occidentaux, ils ne sont pas par nature plus vertueux que les Africains. Mais ils ne peuvent pas, les intérêts individuels ne peuvent pas prendre le dessus tout simplement parce que le système est fait de telle sorte que si ça prend le dessus, tôt ou tard, vous allez payer. Mais chez nous, si ça prend le dessus, vous ne payez pas parce que le système est fait en votre faveur et même si vous devez payer, eh bien vous allez trouver des hommes en calache qui viendront à votre secours. Donc, ce n'est pas la démocratie qui est mauvaise, mais c'est le système tel que nous l'appliquons qui est mauvais. Ce sont les hommes qui l'appliquent qui sont mauvais, si on peut le dire ainsi. Terrorisme donc sur le continent, dans quelques pays en tout cas, mauvaise gouvernance un peu partout, il y en a quand même qui exercent cette gouvernance vertueuse, des coups d'État, des crimes, des crises humanitaires, donc la culture aussi de l'impunité, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'Afrique est à la croisée des chemins. Sur le continent, eh bien, les situations au Mali, en Guinée, au Tchad, au Burkina Faso et au Soudan interpellent et font l'objet de tous les conciliabules. Alors, M. Tassamedo, comment vous voyez l'évolution sociopolitique donc, dans ces pays-là, dans ces pays où justement l'attention se focalise en raison justement de ces changements anticonstitutionnels, de ces coups d'État et aussi, dans un certain nombre d'entre eux, de cette question sécuritaire qui prend de l'ampleur? Alors, vous voyez, si je refais un petit retour sur les motivations de mon engagement en 2020 comme candidat indépendant, c'était par anticipation, parce que en tant qu'intellectuel, j'ai observé et j'ai vu que l'orientation politique dans laquelle nous nous trouvions, évidemment, où la compréhension de la démocratie, c'est comme si c'était l'opportunité d'une impunité et d'une délinquance politique à ciel ouvert, où vraiment, parce que on n'a pas compris certains concepts, liberté, j'allais dire alternance, alors on fait n'importe quoi et il faut attendre 5 ans pour changer. Non, je pense que l'idée de la démocratie a été vidée de son sens par naturellement les élites qui l'exerçaient jusqu'à présent, et ils se sont tellement éloignés des préoccupations que si seulement ils gouvernaient tout simplement en tenant compte des préoccupations des peuples, oui, nous aurions évité certaines dérives. Oui, mais tout simplement, vous n'avez pas été suivi dans votre façon de voir les choses, mais hélas, en voulant inculquer cette gouvernance vertueuse dont vous parlez. Mais on en avait parlé en son temps, mais vous avez vu que 2 ans après, l'histoire me donne raison par la mauvaise porte. Vous comprenez? Si malheureusement, ou heureusement, malheureusement pour ceux qui étaient là, heureusement pour nous, il y avait beaucoup de personnes qui avaient quand même le souci, le vœu, de changer les choses en 2020. Je n'étais pas le seul, beaucoup de mouvements avaient vraiment cette idée. Beaucoup d'intellectuels ont pris conscience qu'à force de s'asseoir dans son confort, on risque de se lever un jour, oui, et à ne rien comprendre. Et je n'étais pas le seul à m'engager dans ce sens. Et on a vu que 2 ans après, ce qu'on n'a pas voulu donner, vous voyez les bourrages d'urnes, les vols crapuleux de voix qui empêchent, qui étouffent. Donc vous voulez dire qu'en novembre 2020, il n'y avait eu que bourrage d'urnes et vols crapuleux de voix? Je vous avais dit en son temps que je ne réclamais rien parce qu'il ne faut pas réclamer à une porte qui est la même. Vous avez vu après que des gens ont démissionné en cascade du CSC pour aller se ranger de l'autre côté, alors que c'est eux qui nous ont fait signer des chartes de bonne conduite. Alors, vraiment, souvent j'ai des problèmes avec les intellectuels. C'est ça que je dis. Alors, si on ne faisait que ça, au moins être un peu sincère et honnête par rapport à ce qu'on disait, je crois qu'on peut éviter déjà beaucoup de choses. Alors, très rapidement, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous voyez l'évolution de la situation socio-politique dans ces pays justement en crise? J'en arrivais pour dire que j'avais tiré les conséquences, pour dire qu'il n'y avait qu'une seule solution. Aller à la bonne gouvernance et s'orienter vers le désir profond de la jeunesse
qui va vers le panafricanisme. Écoutez tout ce qui se passe partout. Les jeunes veulent aujourd'hui le panafricanisme. Qu'on le veuille ou pas, malheureusement, les dirigeants rament à contre-courant. Alors, on revient à vous, mais bonne gouvernance, panafricanisme sont les deux premières grandes solutions de M. Tassamedo. Vous êtes sur la même longueur d'onde? Bien entendu, la bonne gouvernance, ça permettra d'éviter beaucoup de choses. Si on prend le cas des 4 pays que vous avez cités, au Mali, le changement anticonstitutionnel, intervient. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y avait un problème politique. Rappelons-nous, c'est à la suite des élections législatives que la crise malienne a commencé. Parce que, justement, l'opposition disait que Karim Keïta n'avait pas été élu, et c'est comme ça que la crise a commencé. Karim Ibrahim Boubacar Keïta. Non, Karim, son fils. Oui, à l'Assemblée nationale. Oui. Oui. Et quand on prend la Guinée, c'est exactement la même chose. La crise intervient à la suite donc du 3e mandat de Alpha Condé. Alpha Condé. Donc, ça pose en réalité donc la question de la gouvernance démocratique. Alors, pour ce qui concerne le Burkina Faso, c'est différent. La crise, le coup d'État intervient comme une réponse à l'absence de réponse du régime MPP sur la question sécuritaire. Là, ça pose un problème de gouvernance, mais autrement. Ça pose la question du caractère républicain de l'armée. Parce que là, en fait, il se trouve que par rapport à une crise, disons une question de compétence, une question d'efficacité de la gouvernance, normalement, ça se résout par la sanction des urnes. Mais comme il a dit, si par la faute du dieu argent ou par la puissance du dieu argent, les urnes ne peuvent pas répondre, eh bien, des gens s'estiment, n'est-ce pas, en messie, en sauveur, pour faire des coups d'État, ce qui veut dire que l'armée n'est pas républicaine. Donc, on se retrouve en réalité dans la question de la gouvernance. Le deuxième aspect, sur la question du panafricanisme, il est évident que nos micro-États n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, seuls, d'affronter le terrorisme. Pas seulement les moyens matériels. Prenez le cas du Sahel. Quand vous prenez le Mali, le Niger et le Burkina Faso, quels que soient les moyens que ces États peuvent avoir individuellement, militaires, matériels et autres, comment peuvent-ils lutter ensemble? Et comment peuvent-ils chacun individuellement vaincre chacun de son côté alors que les frontières sont poreuses? Comment eux peuvent continuer à avoir des frontières alors que les terroristes ne connaissent pas ces frontières-là? Donc il y a là un cas pratique de la nécessité pour nous d'aller vers des ensembles plus grands. Donc quand on parle de ces questions de gouvernance, quand on parle de l'intérêt et du panafricanisme, ce n'est pas tout simplement des questions idéologiques, ce n'est pas tout, mais c'est qu'il y a la réalité qui permet de dire que c'est la seule porte de sortie. Alors vous dites aujourd'hui c'est la seule porte de sortie au moment où on vient à peine de célébrer le 59e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine qui s'est muée en Union africaine depuis 2002 et où justement les rêves des pères fondateurs se sont effrités. Aujourd'hui, ça signifie quoi? Le panafricanisme pour un jeune du Burkina, du Mali ou du Niger, ça signifie quoi d'être dans une option panafricaniste aujourd'hui, puisque l'idée de faire les États-Unis d'Afrique a échoué et qu'aujourd'hui, presque 60 ans après, on n'y croit pas tellement. Monsieur Tassamedo. Oui, c'est vrai que pour en parler souvent, on est obligé de repartir très loin pour s'en référencier aux pères fondateurs et qui nous ont légué une idée noble et qu'on demandait tout simplement à poursuivre et à creuser et à en faire une réalité. Et c'est dommage qu'on soit obligé, et si on se réfère au professeur Kizerbo qui disait « à quand l'Afrique ?», c'était ces problématiques qui se posent. Mais je dis que ça n'a pas échoué tout à fait
parce que nous avons des adversaires internes à cette idée, mais nous avons des adversaires externes également qui savent que cette idée, si elle se concrétisait, et ça allait effectivement poser des problèmes à leurs intérêts. Donc il faut conjuguer la double vigilance de faire face à ces calculs internationaux qui, dans leur déroulement au quotidien, font connexion avec quelques insuffisances internes à l'Afrique pour empêcher cette idée-là d'aller jusqu'au bout et de voir jour. Alors, c'est pour cela, les dirigeants et les intellectuels ont la lourde responsabilité d'œuvrer sur le terrain, et pas seulement par la parole, mais par les actes. Voilà, et c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de panafricanisme à un jeune, vous lui dites quoi exactement? C'est l'idée des États-Unis, c'est l'idée d'une sorte de fédération au niveau des communautés économiques régionales, parce que cette idée-là aussi existe, mais on est tellement divisés les uns les autres qu'elle n'arrive pas à émerger simplement. Regardez la question de la monnaie commune au niveau de la CEDEAO. Maître Cam, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux jeunes pour les mobiliser à nouveau sur ces idées de panafricanisme qui semblent n'être encore qu'un simple slogan? Si ce n'était qu'un simple slogan, moi souvent je m'inquiète parce que on a l'impression, quand on regarde les jeunes parler de panafricanisme, on a l'impression que le panafricanisme c'est tout simplement le rejet de l'autre. On a l'impression que le panafricanisme c'est le rejet du blanc. On a l'impression que être panafricaniste c'est rejeter tout simplement tout ce qui est Occident. Alors que le panafricanisme est avant tout humaniste. Et je pense que s'il faut simplement dire aux jeunes ce que c'est que le panafricanisme, c'est qu'on peut simplement dire qu'en réalité, pour emprunter Cheikh Anta Diop, on va tout simplement dire qu'en fait, le panafricanisme, c'est la conscience des Africains de notre unité politique, économique et culturelle. C'est la conscience que nous, Africains, il y a cette unité-là qui existe et que notre développement ne peut que se fonder sur cela. Mais sans que cela ne soit un rejet en fait de l'autre. Donc dès lors qu'on a cette conscience-là, il y a beaucoup de choses qui vont avec. C'est que sur les questions politiques, sur les questions économiques, sur les questions culturelles, nous les réfléchissons d'abord à partir de nous-mêmes pour en tirer le meilleur et offrir ça à la communauté mondiale. C'est ça, en réalité. C'est ça, le panafricanisme, un sujet assez vaste dont on va reparler du panafricanisme parce qu'il faut très bien qu'on avance sur ces sujets-là. Et comme le chante si bien Tikendia Fakoli, quand nous serons unis, ça va faire mal. Mais justement, l'Union africaine appelle à la réactivation des instruments existants, ce qui veut bien dire que rien n'a été fait alors que des instruments existent depuis des années, voire des décennies. Que faire pour passer des énoncés de principes, des déclarations d'intention à la mise en œuvre effective et efficace des décisions et engagements? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous questionne. On dit, voilà, il faut réactiver les instruments qui existent, mais il y a des instruments qui existent depuis 20 ans, qui n'ont jamais été fonctionnels. Justement, c'est toujours la même problématique. Et je dis, quand je me suis ennuyé en lisant tout ce qui s'est dit là-bas et tout ce qu'ils ont à Malabo, je me suis ennuyé. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, tout est là. Il ne reste plus qu'à changer. Voilà ce qu'on demande aux gens. À changer soi-même. Soi-même, c'est ce que je veux dire. À changer. Il ne reste plus qu'à changer. Il ne reste plus qu'à aller à l'action. Il faut, alors que c'est à ce niveau qu'il y a un problème de motivation, y compris des dirigeants, et comme le peuple également, je suis allé sur le terrain, j'ai vu, et comme il le disait, quand vous discutez avec des jeunes parfois, quand vous avez fini, ils disent, écoutez, c'est l'argent qui nous intéresse, c'est-à-dire la jeunesse est très abîmée, mais je dis, l'idée est en souffrance,
même si les individus sont abîmés. Mais la jeunesse est abîmée, c'est la faute à qui? C'est aussi la faute aux anciens qui n'ont pas su... mais parfois... par ailleurs, je leur dis aussi souvent, vous, dans les quartiers, vous avez des anciens en exemple là, ce n'est pas eux que vous suivez. Il y a les deux cas. Oui, tout à fait. Je leur retorque souvent, vous arrivez dans les quartiers, est-ce que c'est l'ancien qui a sa moto, qui a été intègre, qui a été rigoureux, qui est l'exemple des jeunes? Même s'ils veulent leur parler, ça ne les intéresse pas. Ils veulent, et ils rappellent d'ailleurs à cet ancien parfois qu'il n'est plus à la page et qu'il n'est pas. Donc la faute est partagée. Il est d'une autre époque. Et il est, voilà, là, il faut éviter, il faut éviter de rejeter la faute à l'autre. Chacune a sa part de responsabilité. Finalement, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Les exemples deviennent des contre-exemples, Maître Kam. Alors, je voulais d'abord dire que lorsque vous dites que les textes sont là et ne sont pas appliqués, mais c'est tout à fait normal. Comme on dit, la pintade ne va pas faire des poussins. Je suis désolé. Quand on a en fait des dirigeants qui n'ont pas cette conscience que j'ai expliquée, eh bien, c'est très facile de considérer que si on va ensemble, la Côte d'Ivoire sera la vache laitière de l'Afrique. Donc, quelqu'un qui dit ça, qui pense ça, ça veut dire qu'il n'a absolument rien compris de cette unité économique que nous avons. Et à partir de ce moment-là, tant qu'on n'aura pas, en réalité, des dirigeants, des élites qui ont cette conscience-là, qui sont formés à ça, on ne pourra pas s'en sortir. Nos élites... Vous dites tant que ça veut dire qu'on ne les a pas actuellement? Non, on les a très peu. En tout cas, ils ne sont pas aux commandes. Les gens sont allés être formés à l'Occident à partir d'une histoire qui n'est pas la leur, et on leur a expliqué que pour se développer, il faut être socialiste, il faut être capitaliste, il faut être ceci, il faut être cela. Tant que dans l'éducation, on ne leur dira pas que pour être développé, il faut que l'économie soit basée sur soi-même, soit endogène. Il faut que tu considères que la Côte d'Ivoire par rapport au Burkina, c'est comme deux maisons d'une même cour. Tant que tu ne vas pas avoir cette conscience-là, eh bien, tu vas réfléchir à partir des valeurs, à partir des principes que d'autres ont construits et t'ont donné. Moi, j'aime dire, pour simplifier, que tant qu'on va continuer à conjuguer des verbes en français avec des règles de la grammaire anglaise, on va continuer à faire des erreurs. Comme dit Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Absolument. Donc, à partir de ce moment, moi, je comprends bien ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous disons qu'il faut travailler à ce que déjà, dès la base, les jeunes Africains qui deviendront des élites comprennent en fait cette nécessité-là. Et à partir de ce moment, ça sera très facile pour eux de ne pas considérer que si on se met ensemble, c'est qu'on perd sa souveraineté. Parce que c'est ça, en fait, le plus grand problème. Voilà. Il y en a encore, il y a beaucoup de chefs d'État qui ne souhaitent pas perdre leur souveraineté. Justement, on parle d'engagement et on parle de réactivation. Justement, l'Union africaine évoque la force africaine en attente. Mais cette force africaine en attente est non fonctionnelle depuis 20 ans. Pensez-vous que les goulots qui étranglent son action depuis 2 décennies peuvent être levés rapidement? Aujourd'hui qu'on est face à une situation de terrorisme où on a besoin de cette force-là pour se déployer sur le terrain et accompagner les États qui sont frappés par le terrorisme. Mais bien sûr, mais si depuis 20 ans, le goulot est là, et que... Oui, comme par enchantement, vous voyez, je ne suis pas de ceux qui sont assez pessimistes. Sinon, je ne... Vous voyez, l'idée, il y a une idée qui n'est pas très bien comprise et qu'il faut bien expliquer aux gens. Ce sont des petites idées comme, j'allais dire, sacerdoce, sacrifice... bon, on les utilise banalement et puis on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, patriotisme. Mais vous voyez, c'est-à-dire que quand on ne peut pas arriver à voir sa propre destinée conjuguée avec forcément la nécessité d'existence des autres ou de la présence effective du prochain, on commence à ne rien comprendre dans la nécessité de sortir ensemble. Les gens pensent qu'il faut être celui qui va sortir seul le mieux, et puis être l'exemple pour les autres, l'esprit de premier de classe,
Et ça a toujours été un problème. Et comme je l'ai dit, si nous n'avons pas le discernement interne face à certaines intelligences extérieures qui activent ces petits défauts des humains, Oui. nous aurons toujours des difficultés à dérouler même ce qui est bien pour nous. Nous le rencontrons sur le terrain quand vous allez pour expliquer aux militants ou aux personnes tout à fait normales ce qu'il faut comme bien pour eux à long terme. C'est très difficile. Et souvent, quelqu'un qui vient facilement leur donner 10 000 ou les inciter rapidement à faire quelque chose, c'est plus efficace que toi qui es là et qui tente de planter, De construire. pour l'avenir. Les gens sont enclins à l'immédiateté. Plutôt qu'avoir les résultats. Et voilà. Et parmi les dirigeants, ils ne sont pas à la même longueur d'onde par rapport à la question. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une question de survie qui exige que nous comprenions vite qu'il y a urgence. Oui, c'est une question de survie, il faut comprendre vite. Mais vous voyez, rapidement, voyez-vous, quand on pose un acte qui démobilise, on ne peut plus être celui qui mobilise. Vous faites allusion à quoi? Non, je vous dis, au niveau national par exemple, vous dites, sacrifions-nous, soyons unis, et puis vous cachez, vous donnez des salaires. Vous comprenez? Ça, c'est au niveau national. Si on l'élargit... Non, mais attendez, ils ont publié un décret là-dessus. J'arrive, mais il a fallu qu'un journal aille... Voilà, quelque part. Heureusement que les journalistes sont d'ailleurs là. Et pour souvent, je les félicite d'ailleurs. Au niveau international également, si vous avez des dirigeants qui vous demandent des sacrifices, alors que eux, ils n'en font pas et tentent de justifier vainement, parfois de façon creuse et honteuse, ce qui est évident dans l'intelligence normale des choses, vous voyez, c'est très compliqué. Il faut que les intellectuels et les dirigeants soient un peu sérieux. Patriotes, il faut qu'on aille à ce qu'on appelle des comportements. Voilà. Il faut qu'on aille à ce qu'on appelle des comportements, il faut que les intellectuels soient plus pour que les autres suivent. Et qu'on ait cet esprit d'exemplarité pour qu'on puisse être suivi, Maître RK. Bien entendu. Mais là encore, permettez-moi, parce que vous avez posé la question si on doit espérer par rapport à... Voilà. D'ailleurs, parce que sur la force africaine en attente, au sujet de laquelle je posais la question, il y a des financements, les financements à mobiliser. Et l'institution Union africaine elle-même n'arrive déjà pas à s'autofinancer. Il y a des équipements militaires à trouver, il y a des méthodes et des pratiques à uniformiser. Bon, l'Union africaine appelle à la pleine opérationnalisation de la force africaine en attente sans plus tarder et au renforcement de la coordination avec les communautés économiques régionales sur son utilisation. Bon, ça vous remplit d'espoir? Écoutez, je pense que nous les Africains, il y a longtemps que l'espoir est devenu une denrée rare. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir du concret. Moi, je voulais dire que sur cette question-là, j'espère que ça se fera, même si j'ai des doutes légitimes. Parce que là encore, je reviens fréquemment là-dessus, mais tout est une question de leadership éclairé. Si nous avons eu l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine, c'est parce que nous avons eu des leaders éclairés panafricanistes comme le Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, ce qui se passe, comment voulez-vous que je crois en cela lorsque à l'échelle régionale, nous avons une force d'attente aussi de la CEDEAO que nous sommes incapables de mettre en œuvre. Comment voulez-vous que je crois, que je sois optimiste lorsque nous avons des pays comme le Burkina, le Niger et le Mali qui sont incapables de s'asseoir à trois pour signer une convention pour dire nous allons mutualiser nos efforts pour faire cela, alors que chacun des pays individuellement court pour aller signer des accords avec la France. Donc, quand nous avons des dirigeants comme ça, est-ce que nous avons encore le droit
d'espérer si ce n'est pas pour se chatouiller et puis rire. Ceci étant... Ah mais si on n'a plus le droit d'espérer, on n'a plus rien. L'espoir doit être la flamme qui nous reste. Mais lorsque l'espoir est sans base, elle devient simplement la foi. Donc, je pense que ce n'est pas cela. Donc, je disais que, ceci étant, notre espoir aujourd'hui, c'est de dire qu'on a tellement touché le fond à l'échelle africaine que ces gens-là doivent sentir eux-mêmes, que même personnellement, ils sont exposés, ils sont en danger et qu'ils veuillent agir, ne serait-ce que pour sauver leur propre bout du nez et que ça nous sauve tous. Parce que en dehors de ça, on peut se poser des questions, on peut tourner la médaille dans tous les sens. C'est tellement évident que cette force d'attente devait être mise en œuvre. C'est tellement évident que si chacun des États africains met seulement ces petits moyens dedans, ça peut être grand. Est-ce que vous vous rappelez que par rapport au G5 Sahel, le budget du G5 Sahel était de l'ordre de 300 milliards de francs CFA. Est-ce que vous vous rendez compte que les États africains ont été incapables, les 5 États africains membres ont été incapables de mobiliser ces sous-là, même en les divisant de façon pas au prorata des puissances économiques des uns et des autres, en les divisant simplement par 5, ça faisait 60 milliards. Est-ce que si ce n'est pas une question d'intérêt ou une question de mentalité de mendiant ou de manque de vision, est-ce que nos États sont incapables de mobiliser chacun 60 milliards pour leur propre sécurité? Là, il y a un problème. Ça pose question. Absolument. Ça pose question. Donc, quand on a vu ça, écoutez, on attend vraiment de voir la réalité pour y croire. On devient des saint Thomas chacun. On devient des saint Thomas là où on aimerait croire. Il y a tellement de choses à dire sur ces questions alors que le temps file. La session extraordinaire de l'Union africaine a également évoqué la prolifération des coups d'État sur le continent et condamne sans équivoque, je cite, toutes les formes de changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique en réitérant sa tolérance zéro à cet égard. Fin de citation. Vous dites, M. Tassabedo, chiche, on en finira enfin avec cette pratique. Non, mais moi je vais dans une définition de concept. Est-ce que les révisions pour les 3e mandats et autres sont classées dans ces... Toutes formes. Mais il faut je suppose. Voilà, je suppose que tout ça est pris en compte. Alors que c'est là que j'ai des inquiétudes. Il m'a tout l'air que dans leur esprit, dans leur définition des concepts, ils ont dû ne pas mettre également cet élément-là dans ces genres de prise de pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Alors que les deux sont au même niveau, vraiment dans la transgression de la vie politique, de la vie démocratique d'une nation. Donc, mais là, moi, si vous n'y croyez pas trop. Je crois que c'est quelque chose à construire, donc à conquérir. Et donc, pas avec une autre génération de chefs d'État, par exemple. Non, avec l'espoir est naissant. Vous avez vu, ils se réunissent en alliance. L'espoir est naissant. Moi, avant 2020, je n'ai jamais regardé dans la politique. Ben, y a d'autres personnes qui s'intéressent et l'espoir est naissant. Il faut espérer. Moi, je pense plus qu'il faut espérer. Et comme l'appétit vient en mangeant. Voilà. Vous allez peut-être rejoindre ensemble bientôt. Non, je veux dire que plus ou moins, nous ne sommes pas les seuls à réfléchir à la question. Il y a beaucoup d'autres personnes comme nous qui réfléchissent à la question, qui sont des citoyens convaincus de la nécessité de changer les choses et dans le sens de ce que nous souhaitons, comme ils le disent, mais qui ne pourront peut-être pas mettre en œuvre si on n'y va pas. Si on n'y va pas, Franco. Voilà. C'est un peu long, mais j'aimerais vous faire quand même écouter ce qu'a dit le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à ce sujet. Il n'a pas été tendre avec les militaires qui prennent le pouvoir dans nos pays. Dans son allocution à la 16e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, il a notamment martelé, je cite,
dans le contexte de nos démocraties, entachées assez souvent de pratiques de gouvernance pas toujours vertueuses, de logiques d'éternel bras de fer entre pouvoir et opposition, de l'activisme de société civile hyper politisée et de mal-vivre de la jeunesse, des militaires peuvent aisément se poser en sauveurs de la nation. Mais à l'expérience, au vu de ce qui s'est passé jusqu'ici, ces militaires, en déstabilisant les institutions, affaiblissent les États et renforcent les groupes terroristes. Ils ne sont donc nullement une solution, ni pour lutter contre le terrorisme, encore moins pour promouvoir la bonne gouvernance. Ils constituent assurément un facteur de régression pour l'État de droit et la démocratie et exposent les pays à des périls inédits. Fin de citation. Dixit Mohamed Bazoum, président du Niger. Partagez-vous son diagnostic, Maître Kam? Rien à ajouter ni à retrancher, comme on dit dans notre jargon. Je pense que le constat est très clair. La seule chose qu'il faudrait ajouter, c'est justement aussi de demander aux gouvernants de ne pas faire le lit de ces militaires putschistes, parce que si vous faites comme ce qui s'est passé au Tchad, si vous faites comme ce qui s'est passé en Guinée, et vous donnez des raisons à des militaires d'intervenir et de se présenter comme des sauveurs. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout le problème dans nos États, c'est que la jeunesse n'espère plus. Et après, quand les gens n'ont plus d'espoir, ben, ils se confient à n'importe quel marabout qui se présente. C'est ça la réalité. C'est ça qui fait que ben, dans tous ces pays-là, à part le Tchad, dans tous ces pays-là, ben, des militaires viennent, ils font des coups d'État et la jeunesse, notamment dans son ensemble, est d'accord. Parce qu'elle se dit, c'est le seul moyen de balayer entre griffes, excusez-moi du terme, ces faux types-là. C'est ça le problème. Donc, en amont, il faudrait aussi que l'Union africaine travaille à ce que ces coups d'État constitutionnels-là, qui sont les troisième mandats et autres, ne voient plus le jour. Que le climat soit tel que, si un militaire s'aventure, le peuple puisse dire non. Comme ce qui s'est passé dans notre pays en 2015. D'où le travail à faire sur la bonne gouvernance. Absolument. Mais cette sortie du chef de l'État du Niger, dont les positions sur cette question ne sont pas nouvelles, hein. Est-ce que selon vous, ça ne creuse pas aussi un fossé entre les militaires au pouvoir et leur soutien dans la confrérie des chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine, d'une part, et ceux qui voudraient une gouvernance vertueuse sous-tendue par le respect strict des dispositions constitutionnelles, d'autre part? Est-ce que finalement, les chefs d'État sont-ils synchrones par rapport à cette position du président Bazoum? Oui, moi j'ai un souci avec ça d'ailleurs. Nous sommes des spécialistes des diagnostics en fait. C'est ça toujours le problème. Et on expose ça brillamment dans certains milieux. On a l'élégance de la parole. L'élégance de la parole. Ce que tout le monde sait. Tout le monde sait ça. Mais c'est ça le problème. Mais agir, c'est ce qu'on demande à Bazoum, qui est là, de son côté, en train de fustiger chaque fois un pays voisin. Mais ce président n'est pas un exemple, même s'il est un diagnostic, mais ce diagnostic, tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce que lui, dans son comportement, il se permet de faire au quotidien? Ne va que... Donc vous pensez qu'il n'est pas un exemple? Il n'est pas un... C'est pas et donc ce qu'il dit n'est pas crédible? Ce qu'il dit, c'est de la... J'allais dire, c'est, disons, comme on le connaît, de ces chefs d'État parfois, c'est de se faire voir par le notateur international ou pour dire que c'est... Voilà, puisque le notateur international, que voilà, les puissances occidentales, et pour que l'on dise que lui, Bazoum, c'est celui qui a pris la parole hautement et qui a dit ce qu'il fallait dire sur la question, alors qu'il est pire que d'autres personnes qui n'ont rien dit et qui agissent pour que ces choses-là n'arrivent pas dans la sous-région. Donc, venant de ce chef d'État-là, et moi je ne crois pas un seul instant à la sincérité de ce qu'il dit, c'est encore là le philosophe qui parle pour se faire intéressant, quoi. Donc voilà. Vous pensez qu'il dit sans vouloir faire ce qu'il dit, sans y croire vraiment? Non, moi je pense qu'il faut quand même accepter que dans toute chose, dans tout changement, comme je l'ai dit souvent, la parole vient avant l'action.
Ce qui se passe dans nos pays, c'est que très souvent, il y a des choses évidentes que on n'entend même pas de la bouche des dirigeants, parce qu'il y a le politiquement correct, ainsi de suite. Donc, en Afrique, on aime dire que l'homme n'a pas de queue, c'est avec sa bouche on l'attrape. Donc, moi, quand j'entends d'un homme politique, d'un chef d'État, un discours qui correspond point pour point avant avec la réalité, j'ai dit, tiens, Dieu merci. Au moins, on a un élément sur lequel on peut le juger, on peut juger son comportement. Donc, que les gens prennent des engagements, qu'ils ne les respectent pas et qu'on les juge en fonction. C'est de ce point de vue que moi, je considère que le diagnostic, il est exact. Et à partir de ce moment, c'est à nous, peuple africain, de faire en sorte que, justement, ce constat-là se comprenne. Quand on dit tout changement est bien, il ne faut pas limiter. Et demain, si le président de la commission, Mohamed Bazoum, se trouve à aller adouber un changement constitutionnel de 3e mandat, que alors on ait un moyen de le tenir, de l'attraper. Je pense que c'est déjà absolument. Je pense que c'est déjà un bon point. Alors justement, hein, vous savez, les déclarations, les instruments, il y a beaucoup qui ont été élaborés, on l'a dit ici, par l'Union africaine dans ce sens, dans le sens de circonvenir, ou pour, en tout cas de recadrer ces changements inconstitutionnels. On a eu la Convention de Lomé, la Charte pour la démocratie et les droits de l'homme. Plus récemment, il y a eu la déclaration d'Accra qui a sanctionné le forum de réflexion sur les changements anticonstitutionnels du gouvernement qui s'est tenu du 15 au 17 mars 2022. Alors, ce sont déjà des instruments qui existent et que compte réactiver l'Union africaine pour changer la donne. Aujourd'hui, l'Union africaine parle de réactivation. Et quelque part, moi j'ai dit, ces instruments, même il y en a qui n'ont pas du tout fonctionné, il faut plutôt les activer. Oui, tout à fait. Je pense que là, vous avez tellement bien illustré cela que je ne peux que sourire un tout petit peu. Mais moi, c'est mon problème en fait. Hein. Je trouve, même comme il le disait tantôt par rapport à Bazoum, je dis que, vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'il faut agir maintenant. Dire qu'il faut réactiver, désactiver, ainsi de suite. Je pense que l'Afrique a beaucoup réfléchi. Il y a eu des dévanciers qui ont posé des actes et qui nous ont montré que quand on donne l'exemple, pourquoi je suis en désaccord avec l'autre, quand on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait, on a beaucoup de chances de faire avancer les choses. Mais dans les grandes messes, où chacun prend la parole pour diagnostiquer, le plus souvent, c'est pour ne pas y tenir après. C'est pour cela souvent on dit, l'acte, il n'y a pas beaucoup de bruit derrière l'acte. Et moi je pense qu'effectivement nos dévanciers, vous savez pourquoi? Même quand on regarde avant, les hommes politiques, ils se déchiraient dans la parole, mais après ils pouvaient s'unir pour parler allègrement, parce qu'il y a un intérêt derrière quelque part qui est humain, qui est généreux, qui est désintéressé du développement personnel qui est la priorité de toutes ces personnes-là. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de l'homme à donner dans cette opération. C'est ce que moi je crois personnellement. Il y a beaucoup de l'homme, chacun s'investir dans la nouvelle dynamique. Dans la nouvelle dynamique là, il faudra qu'on y aille dans ce sens. Comment elles peuvent se dessiner? Par l'exemplarité dans l'action. Aujourd'hui, il faut actionner pour qu'on avance, parce qu'on a tellement ressassé les mêmes choses pendant de longues années. Alors, là moi j'ai dit, je reviens sur ce que j'ai dit, on a des dirigeants, on a des peuples. Et aujourd'hui, je dis et je répète que tout ce qui se dit est un bon départ. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, il appartient aux peuples africains, aux intellectuels politiquement conscients, politiquement engagés, à toute la population de se mettre la main dans la main par-delà les frontières
pour contraindre, n'est-ce pas, nos dirigeants à l'échelle africaine, à l'échelle régionale, pour aller vers ces changements-là. Parce qu'en réalité, très souvent, les meilleurs changements qui interviennent dans ce monde-là, oui, c'est le fait de dirigeants visionnaires, patriotiques, mais aussi c'est le fait des peuples qui se battent. Si nous nous battons à l'échelle du Burkina Faso, comment nous pouvons obtenir que l'Union africaine prenne ces décisions-là? Il faut que nous nous battons à l'échelle africaine. Et c'est ce que nous disons quand nous parlons de panafricanisme, quand nous parlons de réseautage des organisations politiques à l'échelle continentale. Il faudrait que justement, lorsque le sommet des chefs d'État se réunissent, que nous, à l'échelle africaine, nous puissions nous réunir et envoyer par nous-mêmes des personnes pour aller discuter, pour aller discuter et pour aller être la mauvaise conscience de ces dirigeants-là. Mettre comme le mouvement Sens, comme on appelle, ensemble pour le Faso seul, on ne pourra pas le faire. Mais si on se met ensemble avec d'autres forces politiques, et que ce soit au Burkina, que ce soit en Afrique, eh bien, là où ces chefs d'État-là sont, nous pourrons y être aussi pour imposer nos points de vue, pour faire en sorte que les choses avancent. C'est cela, parce que si l'on s'attend à ce que ce soit des chefs d'État qui se décident eux-mêmes, eh bien, c'est comme la loterie. Tant que vous n'avez pas un homme patriote, vous n'allez pas avancer. Eh bien, il faut contraindre, il faut pousser les gens à se trouver dans un chemin où il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas d'aller à gauche ou à droite où il faut décider. C'est ce que nous avons à faire. C'est le nouveau challenge pour moi à l'échelle africaine. Ne laissons pas l'Afrique entre les mains des chefs d'État africains. Il faut faire l'Union africaine des peuples. Absolument. Tout comme on doit faire la CEDEAO des peuples. L'Union africaine a d'ailleurs institué le 31 janvier de chaque année comme journée africaine de la paix et de la réconciliation. Une bonne idée selon vous? Bon. On va terminer sur cette note. C'est toujours des bonnes idées. Hein. Mais je dis toujours que un communicateur me disait souvent que quand on insiste trop sur les symboles, après, c'est difficile le changement. Ouais. Je ne sais pas s'il a dit la vérité, mais on a un institut tellement, sans aucun intérêt à cela, que moi je pense maintenant que je demande à voir les changements le plus souvent. Je ne suis pas quelqu'un qui suis trop collé à ces espèces d'idées, chaque fois mettre des journées de suicide, cela, de se rappeler. Vous voyez comment la journée des femmes devient finalement, et chaque fois on veut revenir sur le contexte. En fait, on noie souvent les bonnes intentions derrière souvent de telles idées. Et ça devient de la folklorisation. Mais l'Union africaine a pris cette décision-là aussi au cours de ce sommet, conférence au sommet des chefs d'État. Souvent anticipé. Oui, mais les chefs d'État qui se disent pleinement conscients, là je les cite, de l'importance capitale de la construction de sociétés résilientes, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de la coopération régionale, comme fondement d'une paix durable et dans l'esprit de la décennie Nelson Mandela pour la réconciliation en Afrique. Fin de citation. Sincèrement, moi quand j'entends ça, Journée nationale de la paix, de quoi, franchement, j'ai honte même. Ça vous donne des tickets? J'ai honte même. Pourquoi? Parce que, comme Martin Luther King le disait, en fait, la paix, c'est la présence de la justice. C'est aussi simple que ça. Si on avait même journée nationale, journée africaine de la justice, moi j'aurais compris. Donc il ne faut pas prendre en fait les conséquences comme des causes. Aujourd'hui, la paix, on peut crier, on peut dire tout ce qu'on veut, et tant qu'on n'a pas créé les conditions internes, les conditions de la paix, tout le reste sera un vœu pieux. L'Afrique a un problème, a mal à sa justice, je parle de la justice sociale, l'Afrique a mal à sa gouvernance, c'est cela qu'il faut régler. Mettons par contre journée africaine de la gouvernance, de la bonne gouvernance, où tous ces régimes de troisième mandat de n'importe quel régime qui seront notés ne seront pas invités à participer parce que leurs chefs d'État seront blacklistés. On va changer les choses. Et pourquoi pas une journée africaine de la gouvernance, une journée africaine de la justice, une journée africaine pour nous réconcilier avec nous-mêmes et nous aide à avancer, une journée africaine qui nous élève et qui
construit le panafricanisme, une synthèse entre le rêve des pères et les réalités du moment. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 166 qui recevait pour vous Claude Aimé Tassambedo. Il est enseignant-chercheur, président de CAP 3E2S. 3E2S, c'est éducation, emploi, environnement, santé, sécurité. Mais il a été également candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina. Merci pour vos éclairages. Merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Guy Hervé Kam, avocat au barreau du Burkina, président du mois de l'Alliance Ensemble pour le Faso. Merci pour vos éclairages. Merci. Un grand merci à Bibata Clarisse Sawadogo Benao qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope, ainsi qu'à la bienveillante équipe technique qui l'a épaulé et soutenu. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité et vos encouragements tellement réconfortants. Prenez soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope. Même jour, même heure, sur la chaîne qui vous offre les clés du monde.